Une partie du travail thérapeutique, c'est de faire saisir aux gens qu'il n'y a pas de coupable, qu'il n'y a pas une personne qui a le problème, mais que le problème, c'est la dynamique qui s'est installée et les cercles vicieux qui se sont installés. Les femmes ont serré les dents très longtemps et c'est souvent vers la quarantaine, entre 35 et 45 ans, et souvent effectivement après quelques années de maternité, qu'elles disent qu'elles en peuvent plus et surtout que leur corps lâche, parce qu'en fait, elles, mentalement, elles sont peut-être encore prêtes à serrer les dents, mais leur corps les lâche. Moi, j'ai des patients qui disent « Ah, mais alors ça fait 18 ans que je te viole », enfin des trucs comme ça, où en fait, du coup, ça crée, tout d'un coup, ça matérialise l'écart. En fait, ça le crée pas, mais ça matérialise le gouffre qu'il y a entre ces personnes qui, quand elles font du sexe, sont des étrangères l'une à l'autre, mais n'en ont jamais parlé. Bonjour à tous, bonjour Maëlys. Bonjour. Aujourd'hui, on te reçoit pour discuter de sexualité, le sujet de ton livre, mais plus largement de ton métier d'ailleurs, puisque tu es sexologue. Et tu viens de sortir Corvée de sexe. Je crois que le titre, il est assez évocateur. Pourquoi les femmes se forcent encore ? C'est vrai qu'on pourrait penser qu'en 2025, on a un peu dépassé ça, et malheureusement, pas du tout. Donc nous, on est parents épuisés, donc on va parler des femmes mères, avant tout. Ça nous touche beaucoup parce que sur le groupe, on va tout partager, on reçoit énormément de messages. Il y a à peu près 80 000 commentaires par mois. Et c'est un sujet qui revient de plus en plus, la sexualité du couple. Et notamment, ce qui est appelé par les femmes qui témoignent, une différence de libido. On met souvent tout sur la libido. On dit, en fait, j'ai plus autant envie qu'avant, que mon conjoint, que mon mari, que le père de mes enfants. Et donc, on va discuter de ces témoignages-là. Ces femmes, toi, tu les reçois, tu les écoutes tous les mois et c'est l'objet de ton livre. Est-ce que tu peux nous en parler ? Effectivement, je les reçois en masse parce que c'est à peu près la raison principale pour laquelle les femmes consultent. Et en fait, même quand elles ne consultent pas pour ça, les symptômes qu'elles ont, qui sont des douleurs vulvaires, notamment à la pénétration, sont explicables par le fait que, comme elles n'ont pas de libido, elles se forcent. Donc en fait, d'où le livre, c'est qu'en effet, on constate beaucoup d'écarts de désir, de libido, mais ce qui m'a, moi, sauté aux yeux, c'était que toutes ces femmes se forçaient, en fait. Ce qui, au début, peut paraître comme un problème psychologique, devient une violence psychologique au sein du couple, voire même parfois un élément de chantage. Et de cette violence psychologique découlent aussi des douleurs physiques, en fait. C'est-à-dire que, et souvent, c'est les douleurs physiques qui vont amener les femmes à consulter, sans regarder, en fait, tout le bagage, tout le sac à dos derrière, finalement. En fait, les femmes, elles viennent pour se faire réparer, en gros, pour pouvoir remarcher, un peu comme je parle dans le livre du SAV du cul, parce que c'est vraiment ça, je suis un peu provoque dans le livre, parce que c'est pour montrer à quel point c'est choquant l'écart qu'il y a entre leur réalité, qui est assez dramatique souvent, c'est-à-dire qu'elle banalise complètement et elle voit justement juste le symptôme, et pas, en fait, c'est la partie émergée de l'iceberg, et en fait, dessous, il y a des violences, ou à minima beaucoup de culpabilité qui fait des cercles vicieux, sur fond de différences de charge mentale, de répartition des tâches domestiques et donc d'épuisement, de tension, de culpabilité beaucoup. Donc en fait, il y a tout ça à démêler, qui est la base de ces symptômes. Tu le dis dans ton livre, mais les femmes, elles viennent souvent seules et leurs compagnons refusent souvent de venir à ces séances-là. Les femmes, elles viennent toutes seules. Il y a quand même une partie des hommes qui sont d'accord pour venir si on les y invite. Ils se racontent que c'est pas eux le problème. Ceux qui viennent pas, c'est compliqué, ça va être compliqué de travailler même avec les femmes seules, parce qu'en fait la sexualité se faisant à deux, si on travaille pas avec les deux personnes, c'est compliqué. Surtout s'il y a ces cercles vicieux de culpabilité, mais aussi d'une certaine forme d'expression de la frustration en face qui est difficile à recevoir pour les femmes, et donc ça fait des boucles comme ça. Donc c'est vrai que c'est difficile de travailler si tout le monde se sent pas un peu impliqué. Donc une partie du travail thérapeutique, c'est de faire saisir aux gens qu'il n'y a pas de coupable, qu'il n'y a pas une personne qui a le problème, mais que le problème, c'est la dynamique qui s'est installée et les cercles vicieux qui se sont installés. Les dynamiques, elles peuvent être hyper anciennes. Tu as des couples, ça fait 20 ans qui fonctionnent comme ça. Et là, j'imagine qu'à déconstruire toute cette éducation, c'est un long chemin, finalement.
Oui, parfois ça remonte au début carrément de leur relation et les femmes ont serré les dents très longtemps et c'est souvent vers la quarantaine, entre 35 et 45 ans et souvent effectivement après, quelques années de maternité qu'elles disent, enfin qu'elles en peuvent plus et surtout que leur corps lâche parce qu'en fait elles, mentalement, elles sont peut-être encore prêtes à serrer les dents, mais leur corps les lâche. Donc effectivement, après, il faut déconstruire tout ça et ça fait aussi des remous du côté des partenaires qui découvrent. Alors, c'est un peu choquant, parce que parfois les femmes prennent pas la peine de simuler beaucoup et donc on se dit: «Mais comment ça se fait que pendant 18 ans, cet homme n'a pas remarqué, n'a pas trouvé ça problématique de faire du sexe avec une personne, pas très vive?» Mais étant donné ce que le script sexuel, majoritaire, mainstream, nous montre, en même temps, c'est pas des images ni dans le porno, ni dans le cinéma, des images de sexe très joyeux et très, justement, participatif, où on parle, où on crée, où on invente, où on explore. Donc en même temps, voilà, c'est explicable que les mecs se soient aperçus de rien. Enfin, c'est compréhensible, à certains égards et donc effectivement, il faut, les aider à accompagner ce moment où ils moi, j'ai des patients qui disent: «Ah mais alors ça fait 18 ans que je te viole», enfin des trucs comme ça où en fait, du coup, crée tout d'un coup, ça matérialise l'écart. En fait, ça le crée pas, mais ça matérialise le gouffre qu'il y a entre ces personnes qui, quand elles font du sexe, sont des étrangères l'une à l'autre, mais n'en ont jamais parlé. La société nous aide pas beaucoup non plus. On a parfois d'ailleurs, dans les médias, des déclarations de people, ce genre de trucs, qui vont dire: «Oh, l'appétit vient en mangeant». En gros, mettez-vous à table et puis, de toute façon, c'est un peu un mal nécessaire, pour votre couple, quoi. Comment on fait quand, la prise de conscience, elle est aussi tardive et que vraiment, parfois même dans ton corps de métier, il y en a pas un pour rattraper l'autre, quoi? Oui, c'est sûr que même parmi les sexologues, ou en tout cas les soignants, sont souvent une partie du problème. Que ce soit parce qu'ils tiennent ces discours ou parce que justement ils parlent, notamment après à la période postpartum, de la reprise des rapports sexuels qui en fait, est une injonction de plus et qui en plus est absurde parce que qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, il faudrait déconstruire avec les gens ce que ça veut dire reprise des rapports sexuels parce que si on entend par sexualité en fait quelque chose de l'ordre de l'intimité, ce que j'invite les gens à faire en fait parce que du coup ça défocalise, sur la pénétration et cetera et si on élargit ce que c'est que l'intimité, ben, alors en fait quelque part ça ne s'est jamais arrêté. Enfin, il y a moyen que ça ne s'arrête jamais la sexualité au sens d'intimité. Donc ça n'a aucun sens. Peut-être qu'on pourrait parler de reprise de la pénétration parce que, en termes, anatomiques, peut-être que ça pose question s'il y a eu des points après l'épisiotomie, pour que le corps se reconstitue. Mais sinon, en fait, il y a pas de question de reprise il faudrait que les femmes soient suffisamment connectées à leur corps, à leurs, limites, à leurs, besoins, à leurs désirs pour sentir quand est-ce que c'est le moment pour elles d'avoir, plus ou moins de rapports, enfin de proximité avec leur partenaire. On définit toujours, l'intimité par la sexualité, alors qu'il y a plein de choses, qui peuvent, vous rendre intime avec un partenaire, sans passer sous la couette, quoi. Mmh. Ou alors, on peut faire des trucs sympas sous la couette qui ne sont pas, Bien sûr. les pratiques orales, qu'on appelle préliminaires et la pénétration et l'éjaculation. En fait, il devrait pas y avoir de frontières claires entre, on s'entend bien, on rigole, nos corps se rapprochent, on se touche, on se caresse, on fait du pot à pot et éventuellement, il se passe des actes, plus à proprement parler sexuels. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, la sexualité. La preuve, c'est qu'il y a des gens, leur sexualité, c'est de ne pas en avoir ou c'est, de se masturber, devant des chaussures. Enfin, c'est une représentation qu'on a que la sexualité, ça doit être ce truc, coïtal qui en fait remonte à enfin en tout cas, relève de la sexualité procréative, vient de là et en fait à partir du moment où on est dans une société où c'est globalement validé par la plupart des gens que ça devrait servir à, visée récréative et qu'on devrait pouvoir en tirer du plaisir, alors on peut re-questionner le script. Évidemment, quand on veut des enfants, c'est mieux de faire un coït et c'est mieux qu'il y ait une éjaculation intravaginale. Quoique, en fait, il y a des lesbiennes, il y a des femmes seules qui se débrouillent autrement. Mais étant donné que c'est pas la pratique qui permet le plus aux femmes de jouir, ça pose question que ça reste le plat principal Complètement. de la sexualité. Et en fait, il y a tellement, et c'est ce que j'invite les gens à faire, tellement à déconstruire et à réinventer qu'est-ce que c'est son propre alphabet érotique et ça, ce que c'est que sa sexualité,
que c'est absurde de focaliser sur la pénétration. Il y a un sujet qui est assez important également pour les couples et dont on a mis du temps à parler, c'est le consentement. On s'attend à ce que le consentement soit respecté au sein du couple parce que les deux personnes s'aiment, parce qu'elles ont fondé une famille ensemble, etc. Bah non, c'est pas toujours le cas. C'est vrai qu'on parle de la rupture du consentement avec un inconnu qu'on aurait rencontré sur une appli, etc. Mais en fait, ça existe aussi au sein du couple. Et finalement, ça, c'est quelque chose que les hommes ont du mal à percevoir. Mmh. C'est-à-dire qu'une femme, elle va dire non une fois, deux fois, elle va finir par se forcer. Et bon, bah, c'est qu'au final, elle voulait bien. Et ça se répète dans des dynamiques de couple qui durent longtemps, etc. Où voilà, une femme qui n'avait pas très envie finit par se forcer, ou alors ne se force pas, mais rejette toute forme de proximité ensuite, parce que voilà, elle va se dire ce câlin n'est jamais gratuit, ce massage n'est jamais gratuit, ça doit toujours terminer par ça et j'en ai pas envie. Donc il y a finalement des couples qui se séparent parce qu'ils n'ont plus réussi à créer d'intimité dès lors qu'il y en a un des deux qui n'a pas voulu avoir de relation sexuelle, enfin de pénétration, etc. quoi. Il y a plein de choses dans ce que tu dis qui sont intéressantes et effectivement, ce cercle vicieux, c'est vraiment ce qu'on constate le plus souvent. C'est-à-dire que comme la définition du sexe est rigide dans la tête des gens, alors je vais éviter de faire, j'utilise souvent la métaphore de l'alphabet, je vais éviter de faire ABC, même si j'en ai envie, parce que sinon je me sens obligée d'aller jusqu'à Z. Et en fait, parce que le script sexuel est rigide et qu'il faut toujours les mêmes ingrédients dans le même sens. Alors que si c'était plus souple et que je pouvais me dire ah bah je mets A, B, puis après L et M et je suis pas obligée de faire Z aujourd'hui et c'est pas grave parce qu'en fait le plus important c'est pas d'avoir libéré des tensions sexuelles parce que ça c'est une chose qu'on peut faire en dehors de la sexualité à deux si vraiment on a des tensions, mais de partager du bon temps ensemble. Mais comme tout ça est pas déconstruit et que c'est pas ça les messages qu'on envoie aux gens, bah alors ils évitent les premiers rapprochements en effet parce que souvent c'est la main dans un engrenage et si je suis crevée parce que je fais pas mon petit fait pas les nuits ou parce que j'ai plus de charge mentale, ce qui est statistiquement souvent le cas pour les femmes, pour tout un tas de raisons, je suis épuisée et je serais peut-être d'accord pour faire du pot à pot, pour se frotter, pour presser mon pubis contre même me frotter, mais pas le scénario que j'imagine qu'il faut absolument avoir et donc j'évite tout. Ce qui génère du rejet, enfin un sentiment de rejet chez l'autre et donc un cercle vicieux parce que de la culpabilité et donc de l'éloignement affectif. Et effectivement, voilà, beaucoup de tensions et c'est ça qu'on essaye de dépatouiller en thérapie et de faire, de revenir en arrière et de refaire un cercle vertueux. Et par rapport au consentement, ce qui est compliqué, c'est que c'est pas clair même pour les femmes en fait. Et c'est pour ça que moi je me bats pour qu'on parle d'un consentement enthousiaste. C'est-à-dire que ça ne suffit pas en fait de consentir à un rapport sexuel pour que ce soit un moment chouette. Et justement, s'il a été un peu extorqué, ce consentement, ou si ça fait plusieurs fois qu'on a dit non et que finalement on dit oui, c'est-à-dire qu'on cède en fait, alors c'est pas satisfaisant. On ne devrait pas s'en satisfaire. Les partenaires ne devraient pas se satisfaire d'un consentement mou. Euh, Parce que souvent, voilà, la frontière entre sexe moche, mais licite et viol conjugal, comme la zone grise, elle se déplace avec les années, c'est-à-dire que c'est quand même très récent, la reconnaissance du viol conjugal, donc culturellement, c'est quand même quelque chose de nouveau. Et en fait, on vient d'une société qui tolère justement un degré de résignation dans le sexe de la part des femmes qui est très élevé. C'est difficile de défaire tout ça. Et donc, j'insiste vraiment sur le fait qu'il faudrait, et notamment je dis ça aux hommes, mais il faudrait que les femmes aussi soient capables de tenir leurs limites si elles sentent que leur enthousiasme, leur consentement n'est pas enthousiaste et franc. Je suis complètement d'accord, complètement alignée. On va rentrer du coup dans nos témoignages de parents. C'est assez difficile parce qu'on a clairement envie de casser des genoux quand on lit tout ça. Mais on va le faire, c'est important. Donc je commence avec le premier, qui est donc une maman qui a accouché récemment. Son fils a 4 mois et elle a un postpartum assez difficile.
Donc, elle nous indique que son médecin lui a diagnostiqué une dépression postpartum, qu'elle est sous antidépresseur depuis quelque temps. Et donc, elle dit: « Je n'ai plus de libido, je ne ressens pas le besoin d'avoir des relations pour le moment. Je suis en hypervigilance constante, j'ai du mal à lâcher prise. » Ça, on en reparlera, mais le mot lâcher prise, c'est pareil, on cache beaucoup de choses derrière. Je préfère mettre ce sujet de côté. Mon compagnon, lui, ne le comprend pas. Il voudrait que nous ayons des relations plus fréquentes, 2 fois par semaine, rythme que nous n'avions même pas avant d'avoir un bébé. Et pense que j'ai un problème. Pourtant, nous avons déjà eu des moments d'intimité, même si c'est plus rare. Entre le postpartum, la dépression, les médicaments et ma reprise du travail, c'est vraiment pas ma priorité. Il me reproche d'avoir changé, de me trouver des excuses, et cela crée beaucoup de tensions entre nous. Je me sens perdue. A-t-il raison de penser que c'est un problème ou est-il simplement trop insistant ? Je crois que j'ai suffisamment répondu sur le fait qu'il n'y a pas une personne qui a un problème et que c'est souvent l'insistance qui crée l'absence de désir. Et en fait, quand bien même, déjà, il faudrait questionner la répartition des tâches domestiques parce qu'en fait, l'épuisement, il est souvent plus fort chez les femmes parce qu'elles en font plus. Donc, faudrait que ce monsieur, faudrait se demander si ce monsieur il fait sa part des tâches. Peut-être que s'il le faisait, il serait tout aussi crevé qu'elle et il aurait moins. Et surtout, j'insiste sur le fait que la sexualité à deux, ça devrait être en priorité un moment de partage. Enfin, ça devrait être ça l'objectif du sexe à deux. Sinon, en fait, il existe la masturbation et ça peut choquer les gens, mais en fait, on investit le sexe de fonctions différentes comme on le fait pour la nourriture ou pour le sport. C'est-à-dire qu'on va utiliser la nourriture, le sexe ou le sport ou des substances pour gérer notre ennui, notre fatigue, notre stress, notre anxiété, en plus du fait qu'on y recherche du plaisir. Donc il faut vérifier s'il n'y a pas une partie des raisons pour lesquelles on va faire du sexe avec notre partenaire, où on va rechercher ça, que peut-être on peut gérer tout seul, de son côté, pour libérer, pour alléger la sexualité à deux, et que peut-être du coup, s'il y a moins de coercition, s'il y a moins ce sentiment de contrainte chez les femmes, alors tout d'un coup, ça laisse de la place à de l'envie. Mais je le dis de façon provocatrice dans le livre, et c'est d'ailleurs la première phrase, parce que c'est une personne que j'appelle Madame Vide-Couille, parce que c'est elle-même qui a dit « mais on est des vide-couilles, on a toujours servi qu'à ça », et que moi, ça m'a un peu sidérée. Et en fait, il y a vraiment cette idée qu'on devrait faire des vidanges, et ça n'a aucun sens, en fait. En tout cas, je ne sais pas si ça a du sens ou pas, mais est-ce qu'on a vraiment envie d'utiliser sa partenaire comme vide-couille ? En fait, c'est insensé. On a envie, je souhaite aux gens de désirer avoir des échanges sexuels avec des partenaires enthousiastes, vivantes, volontaires et à l'initiative, créatrice de propositions. Force de proposition, en fait. Sinon, effectivement, c'est comme une vaginette. Et là, il faut se poser des questions. Et cette femme, c'est difficile, en effet, dans une situation de vulnérabilité comme ça, c'est d'autant plus difficile de tenir ses limites face à quelqu'un qui, effectivement, quelque part, fait appel à une norme qui, en plus, est complètement... oui, 2 fois par semaine. Gonflée. Et en fait, quand on voit les couples... On le sait, les études ont montré, même les couples très heureux, voilà, il y a passé un certain stade dans la relation aussi, il y a le temps qui joue. Voilà, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui fassent religieusement 2 fois par semaine. Oui. Qui plus est, après avoir accouché il y a 4 mois et être en dépression postpartum. Mais il y a cette référence à une normalité qui a beaucoup de poids dans la tête des femmes. En fait, que ce soit ce chiffre qu'on nous remet toujours à toutes les sauces alors qu'il n'est pas représentatif de ce que les gens vivent, que ce soit l'injonction à la reprise ou à être une femme et pas seulement une mère qui commence à arriver quelques mois après l'accouchement. Oh là là, faudrait pas que je reste. Quand est-ce que toi t'as repris et entre copines. Enfin voilà, cette pression-là. Donc tout ça fout la pression aux femmes et les pousse à se raconter que c'est elles le problème. Et ça, c'est terrible parce qu'en fait, du coup, elles sont seules à venir consulter. Alors je ne vais pas dire les principaux concernés, parce qu'encore une fois, c'est une dynamique. Et si les femmes étaient plus capables de dire, en fait, non, c'est comme ça ou rien, et si tu n'es pas content, tu dégages, ça changerait le rapport de force. Mais en fait, il y a un rapport de force qui s'instaure au détriment des femmes,
parce qu'elles ont une propension aussi, de par leur socialisation genrée, à plus culpabiliser, à plus considérer que c'est de leur faute si ça va pas, à plus se soucier des besoins des autres avant les leurs et de tenter d'y répondre. Donc tout ça est exacerbé quand on est fragile en fait. Donc voilà, cette idée de norme, elle est vraiment à déconstruire. Parce que déjà, il n'y en a pas. Enfin, vraiment, quand on est sexologue, on voit tellement de trucs trop bizarres. Vraiment, la norme, ça veut rien dire. Je veux dire, il y a des gens, ce qui les excite, c'est de voir des femmes s'asseoir sur des ballons de baudruche habillées en tenue d'aérobic et les faire exploser avec leurs fesses. Donc, vraiment, non mais, Pardon. je veux dire, la norme, ça, vraiment, ça ne veut rien dire. Donc, et en plus, si la norme, c'est du sexe moche, ennuyeux, triste, robotique, qui ne satisfait en fait même pas les hommes, pourquoi est-ce qu'on garde cette norme-là? Bougeons-la, en fait. Il y a aussi plein de femmes qui se disent, OK, si je me force pas, si j'y vais pas, il ira voir ailleurs. Et de fait, ça arrive très souvent hein, que les hommes aillent voir ailleurs, etc. Et eux, du coup, ça les conforte. Ils se disent, bah en fait, c'était ma femme le problème, parce que l'autre, elle veut bien, quoi. Donc on entretient collectivement ce truc en se forçant où ils atteignent pas cette limite, les mecs. Finalement, on va changer pour une plus jeune parce que la mienne, elle est fatiguée. Je caricature, mais à peine. C'est vraiment ce truc de on trouvera bien, quoi. Toi, tu veux pas, mais je trouverai ailleurs. Oui, et en même temps, alors là, c'est un petit peu particulier ce que je vais dire, mais c'est compliqué de demander aux gens de respecter, c'est-à-dire de dire je ne te dois pas de prestations sexuelles et je suis pas un objet et mon corps m'appartient. De, en même temps, se raconter ou valider l'idée que les hommes auraient des plus grands besoins, ce qui est questionnable scientifiquement, et de dire ne les satisfais pas de ton côté. Donc on se retrouve dans un truc, moi j'ai rien contre le projet d'un couple qui souscrirait à l'exclusivité sexuelle. Je comprends très bien qu'on veuille réduire les variables, enfin je comprends vraiment très bien, mais il faut pas se raconter que c'est un défi facile. En fait, tenir deux désirs, enfin faire en sorte que deux désirs soient suffisamment proches l'un de l'autre pour que ça crée pas de tension pendant 50 ans de vie commune, c'est ambitieux. Donc voilà, je pointe juste ce paradoxe parce qu'en effet, du coup, ça ouvre la porte à des réponses un peu bêtes, mais qui ont un fond de justesse que je vois notamment sur les réseaux de ah bah oui, bah alors faut pas se plaindre dans ce cas-là qu'on aille voir ailleurs. Et en fait, si chacun effectivement est renvoyé au fait qu'il est responsable ou elle est responsable de la satisfaction de ses besoins, j'arriverai jamais à dire ce mot, de la satisfaction de ses besoins. Ça switch un peu les choses, mais c'est-à-dire aussi que les femmes... Faut questionner, ouais. Faut questionner. Encore une fois, c'est pas pour dire c'est comme si, c'est comme ça. Mais c'est vrai que si on va jusqu'au bout de la logique, mais encore une fois, qu'est-ce qu'on a envie de faire avec un homme qui, plutôt que de prendre sa part des responsabilités et de la charge domestique au moment où il choisit d'avoir un enfant, préfère aller queuter ailleurs, en fait. C'est ça aussi, c'est quel conjoint on choisit et enfin, encore une fois, c'est pas pour culpabiliser des personnes de choisir les partenaires qu'ils choisissent, hein. Mais parfois, c'est ça, on se retrouve coincé dans un truc où Exactement. voilà, on se sent très seul face à quelqu'un qui en fait soit nous déçoit parce que fait pas autant que ce qu'on imaginait ou ce qu'il s'était engagé à faire et qui en même temps vient avec des demandes absurdes ou en tout cas pas réalistes ou immatures. C'est-à-dire, moi, je veux continuer à m'éclater alors que toi, t'en chies avec ta triple journée. Exactement. Je te lis un autre témoignage. Alors, depuis l'arrivée de mon bébé il y a 8 mois, mon premier enfant, j'ai totalement perdu ma libido. Plus le temps passe, moins j'ai envie. Aujourd'hui, mon désir est nul. Même un bel homme ne me fait plus aucun effet. Avant, j'étais plutôt demandeuse et joueuse, mais même le plaisir solitaire ne me tente plus. Est-ce que d'autres ont vécu ça? Comment avez-vous géré? Faut-il consulter un sexologue? Est-ce que le désir revient avec le temps? Alors, il faudrait voir avec elle si elle souffre de cette absence de désir parce que en face, on lui fait sentir que ça devrait revenir, ou si c'est parce que c'était une partie de la vie qui lui faisait du bien et que du coup, elle est déçue. On sent le poids de l'injonction quand même, de se dire est-ce que c'est normal que même prendre du temps avec moi-même, ça ne m'intéresse plus. Voilà, on sent qu'il y a un questionnement sur
j'ai perdu ça, est-ce que ça va revenir? C'est vraiment ça, j'ai perdu, ma libido comme on perdrait ses clés, est-ce qu'on va les retrouver, quoi? C'est ça, ben, en fait, il faudrait, voilà, voir dans quelle mesure alors je souscris pas à l'appétit vient en mangeant, parce que souvent ça fait des cercles vicieux plutôt que des cercles vertueux. Par contre, parfois en recréant de l'intimité et en reprenant soin de son corps, faudrait se poser tout un tas de questions avec cette personne parce que peut-être aussi que comme son rapport à son corps a changé après la grossesse et l'accouchement, peut-être qu'elle, entre guillemets, se désire moins elle-même parce que peut-être qu'elle aime plus son corps et que ça joue aussi. La fatigue joue aussi. Il faudrait voir à quoi servait la masturbation aussi. Est-ce que c'était pour se détendre? Est-ce que c'était vraiment pour du plaisir? Il faudrait se poser plein de questions. Mais en effet, il faut vérifier. En fait, ce qu'il faudrait expliquer, c'est que le désir, ça fonctionne avec des freins et des accélérateurs. Je pense que c'est bien de le voir avec cette image-là. Et en fait, la grossesse, le postpartum et les enfants en bas âge augmentent les probabilités qu'il y ait des freins qui viennent se rajouter. Que donc viennent se rajouter à ce qu'on a dit, c'est-à-dire cette croyance dans le fait que les hommes ont des besoins plus importants qui fout la pression, à éventuellement une appréhension quant au caractère prédateur des hommes parce qu'on a vécu des violences sexuelles ou qu'on nous a mis en garde beaucoup et que du coup déjà on a un rapport à la sexualité qui est peut-être moins léger que les hommes, à tout un tas de raisons que j'explique dans le livre, vient s'ajouter l'épuisement lié aux enfants en bas âge, donc la multiplication aussi des tâches domestiques, souvent aussi un rapport utilitaire au corps qui s'est développé, soit parce qu'il y a eu de la médicalisation du corps, parce qu'on a fait de la PMA, ou parce que en fait les violences obstétricales c'est pas un non-sujet non plus, donc soit parce qu'on a eu un projet bébé comme disent mes patientes et que du coup on a calculé avec ces jours de fertilité, donc déjà on a désappris la spontanéité du désir parce qu'on s'est dit ah là il va falloir que tu aies du désir parce que c'est le moment ou jamais. Donc il y a tout un tas de choses qui se sont mises en place et qui peuvent expliquer, donc il faudrait faire une enquête avec cette personne, mais qui peuvent expliquer, et encore j'en ai oublié là, le fait que ce soit moins quelque chose qui nous ressource. Mais donc du coup on va chercher quels pourraient être les accélérateurs, les choses qui viennent redonner du sens, redonner une place, redonner envie à ces moments-là. Et encore une fois, moi, ça peut paraître paradoxal parce que je suis sexologue, mais je pousse pas à la consommation. C'est-à-dire que, en fait, il y a tout un tas d'autres trucs qui peuvent être aussi bien, voire mieux, qu'un orgasme. On peut avoir un genre d'orgasme en mangeant un super gâteau ou un super plat, en ressentant l'air marin, en faisant du Oui, il y a des saut à tas de sources de l'élastique. satisfaction, dans la vie, autres que celle-ci, et c'est vrai que, bah, on va le redire, mais fichez-vous la paix 2 minutes, quoi. 2 minutes ou 8 mois. Ou 8 Encore mois, une fois, enfin, il faut pour le que- coup, quand on vient d'accoucher et cetera, donc effet, ce qu'on n'a pas là, c'est de savoir si ça pèse à la personne ou si, c'est un questionnement, ou si elle se dit: «Mince, j'ai vraiment plus envie, est-ce que ça va jamais revenir dans ma vie?» A priori, il y a quand même, grandes chances que ça revienne quand, la jauge de fatigue aussi sera Mm. moins importante. On a tendance à sous-estimer, le poids du quotidien sur l'investissement qu'on peut avoir par ailleurs, et d'ailleurs, quand on devient parent, tout est plus compliqué, prendre du temps pour soi, aller faire du sport, manger sainement et Mm. cetera, parce qu'on est un peu dans une phase où on essaie déjà de survivre. Et une autre chose que j'ai oubliée, ça peut être effectivement la prise d'hormones. Il faut voir la contraception, si on lui a peut-être proposé une contraception après qu'elle avait pas avant et cetera. Mais aussi relativiser le poids des hormones parce qu'on entend beaucoup de trucs que ça jouerait beaucoup sur la libido. Il y a bon voilà, parfois c'est psychologique. Je nie pas que ce soit aussi un facteur, et encore une fois, c'est pas irrémédiable parce qu'on voit des femmes qui ont plus des désirs après la ménopause. Donc, et on voit aussi des femmes pour qui l'accouchement et le postpartum sont des. Enfin, il y a des personnes qui ont des accouchements orgasmiques. Ça, c'est rare, mais je veux dire, c'est une démarche qu'on peut faire. Euh, il peut y avoir aussi un vécu. Je sais pas, moi, je me rappelle d'une patiente, elle a découvert son périnée, enfin la sensation, grâce à l'accouchement. Et donc, la première pénétration qu'elle a eue après l'accouchement a été genre le meilleur sexe de sa vie.
Donc voilà, si les éléments, évidemment, on est toutes différentes, on n'a pas la même histoire liée au sexe, les violences sexuelles sont fréquentes, enfin les passifs de violences sexuelles, la coercition aussi, ou la culpabilisation. Donc il y a tout ça à travailler avec avec les couples, mais notamment les partenaires, pour qu'ils comprennent que la façon dont ils expriment leurs désirs et leurs frustrations, c'est important de pouvoir dire ce qu'on vit. Mais à un moment, on est responsable aussi si l'autre n'est pas capable de nous donner ce dont on a besoin, ou qu'on se raconte que c'est un besoin, ne serait-ce que les besoins affectifs, hein. Pendant trop longtemps, c'est à nous de partir aussi. Enfin, il faut s'apercevoir du cercle vicieux que ça crée. Voilà. Et c'est compliqué pour les femmes qui, déjà avant, se disaient j'ai peur qu'il parte, ou j'ai peur qu'il aille voir ailleurs, ou j'ai peur qu'il parte. Mais là, en plus, avec les enfants, se disent pour la stabilité financière pour mes enfants, matérielle, on a d'autant plus besoin que le truc tienne. Et donc, on est Oui, d'autant c'est plus ça. prompte à obtempérer si on voit qu'un truc va permettre d'acheter la paix dans le foyer. Complètement. Et d'ailleurs, on a un témoignage en ce sens, alors qui était un commentaire, une réponse à quelqu'un qui justement expliquait ses difficultés sur ce sujet-là. C'est là où on voit où il y a du boulot à faire, parce que cette femme, elle dit selon moi, chacun son rythme. Alors, je le tiens à le dire, c'est assez paradoxal avec la suite du message. Mon mari voudrait qu'on le fasse tous les jours. Il me dit qu'il est persuadé que chez les autres, c'est le cas. Même si on a encore des choses à déconstruire, ça, c'est quand même assez su que c'est vraiment très rare. Alors que moi, j'ai réellement envie 2 jours dans le mois. Mais la réalité veut que ce soit 2-3 fois par semaine. Ça fait 22 ans qu'on est ensemble et 6 enfants, donc ça marche. Donc là, on a carrément une femme qui dit moi, j'ai pas envie, mais je le fais 2-3 fois par semaine et puis ça marche parce que ça fait 22 ans qu'on est ensemble. Donc en gros, cocotte, toi qui es en train de te plaindre 8 mois après ton postpartum, retourne au taf, quoi. On n'a pas toute la même tolérance à l'adversité, mais déjà, le fait qu'un couple dure ne veut pas dire que ça marche. Enfin, Oui, moi, oui, ça oui. me paraît, c'est comme le consentement mou, ça me paraît pas une raison suffisante pour dire que un couple marche. Et encore une fois, j'aimerais savoir, elle, quel plaisir elle y prend, et s'il va pas y avoir à un moment des séquelles, parce que moi, je Là, vois on des est femmes clairement dans le arriver après. devoir. C'est-à-dire elle dit, moi, réellement, j'en aurais envie que 2 fois dans le mois, mais vu que lui, c'est plus, c'est 2-3 fois par semaine. Et puis, on a 6 enfants, ça fait 22 ans qu'on est ensemble, donc c'est que ça marche, ma méthode, quoi. Qu'est-ce que je peux lui dire? Tant mieux pour elle. Moi, j'ai des doutes sur le fait que ce soit une bonne chose pour son corps, et je lui souhaite que son corps lâche pas. Enfin, je sais pas ce que je lui souhaite en fait, mais que son corps ne lâche pas au bout d'un moment. Je crois pas que ça puisse. En tout cas, je vois des femmes qui, au bout de 20, 25, 30 ans, viennent et disent mais en fait, c'était un enfer. Je m'en rendais même pas compte moi-même, je serrais les dents, mais en fait, j'étais dissociée. Et genre, ma tête s'en allait ailleurs, il faisait son affaire. Et en fait, maintenant, je sens que je veux plus jamais, mon corps, c'est sacré, et je veux plus jamais que ça m'arrive. Donc bon, j'aimerais voir cette personne. De toute façon, quand il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de problème. Si elle, ça lui va. Mais ça me paraît problématique de conseiller ça aux femmes, parce qu'encore Et une c'est fois, ça. moi, je constate en masse que se forcer, ça abîme même, en fait, la relation, le lien avec l'autre, parce qu'en fait, ça devient un genre, ça devient notre Une monnaie agresseur. d'échange. C'est vraiment. Oui, mais l'autre, du coup, devient un peu un ennemi, parce que, enfin, il y a de l'hostilité, qui peut ou de l'indifférence, ou tout un tas de choses pas super chouettes pour garder une relation de couple amoureux et pas seulement de couple parental. Complètement. Et puis, ça me pose question sur le gars, quoi. Comment est-ce qu'on peut... Enfin, moi, vraiment, c'est mystérieux. Comment est-ce qu'on peut être content de coucher avec quelqu'un qui dit qu'il n'a pas envie? Surtout si c'est quelqu'un qui, 2 fois dans le mois, a vraiment envie. Alors, dans ce cas-là, j'ai vraiment envie de leur dire, mais privilégiez la qualité plutôt que la quantité. Et encore une fois, la masturbation a une super variable d'ajustement, ou en tout cas, la déconstruction de ce que c'est que le sexe, et peut-être qu'il y ait des moments, des fois, comme ils disent, parce qu'il faudra se demander qu'est-ce que c'est une fois, des fois qui sont peut-être sans pénétration, ou qui sont juste 3 minutes de mâchouillage du prépuce, je sais pas quoi, mais des trucs où on joue, on bidouille avec nos corps, mais où on se sent pas obligé de faire toujours un truc mécanique. Là, ça sonne un peu vaginette, son histoire. Ah complètement. Mais moi, ce qui m'écoeure, c'est en plus de le conseiller à quelqu'un d'autre. C'est, vas-y,
Fais ton Oui, bah, sur devoir. Internet, moi, j'ai vu des trucs du genre se forcer. Je vois même pas le concept. Ben, oui, mais toi, super, mais. Oui, c'est vraiment. Oui, oui. Bah, continue de fermer les yeux. On a de la tristesse aussi à lire certains témoignages où là encore, il y a des femmes qui vont pas questionner ce qui les amène là, elles veulent juste qu'on les répare. Là, on a quelqu'un qui nous dit, carrément, elle a mis, un objet à son message qui est assez clair: «Prise de médicaments pour retrouver la libido». Et ça, tu t'en parles aussi dans ton livre, mais l'avènement, du Viagra a aussi fait, penser que, voilà, on pouvait, toujours, médicaliser, le désir. Le Viagra, il sert pas à donner envie, il sert à maintenir une fonction, mécanique. Le Viagra ne marche que si je suis déjà désirant. Il C'est fait pas venir le désir. Exactement. Donc elle dit: «Sans vouloir offenser qui que ce soit, je ne veux pas les conseils sur la gestion de notre couple ou de raviver des fantasmes et cetera pour améliorer ma libido, arrêter les antidépresseurs ou quoi que ce soit. Le seul conseil que je veux, c'est savoir si l'une d'entre vous a déjà testé des médicaments pour stimuler la libido, mais des trucs vraiment efficaces. J'ai fait une cure de maca, mais ça ne fonctionne pas». Moi, ça me choque vachement. C'est vraiment, j'ai pas envie de régler le problème, j'ai pas envie d'aller voir un psy, j'ai pas envie de parler. Filez-moi une pilule, que ça revienne, que ça me donne envie et basta, quoi. Alors si on prend, alors moi aussi, si on prend le cas du Viagra par exemple, ça peut aider. En fait, le truc c'est que la plupart des symptômes sexuels, ils émergent à cause de cercles vicieux. Et en fait, du coup, même chez des hommes qui sont stressés, ça marche pas. C'est-à-dire que même le Viagra, ça marche pas pour tout le monde. Ça marche pour enrayer un cercle vicieux si l'environnement est propice à avoir du plaisir et de la détente. Mais si les causes du stress restent, si par exemple il y a quelqu'un de culpabilisant en face ou je sais pas, en fait le Viagra va pas suffire. Et en fait, du coup, s'il y a tous les facteurs qu'on a décrits avant, il n'y a aucune raison qu'une femme ait du désir. Et donc, les médicaments, bon déjà, ils n'existent pas et moi je m'en réjouis, comme je le dis dans le livre, parce qu'en fait, les seuls trucs qu'ils ont trouvés qui marchent un peu, en gros, c'est des antidépresseurs qui font que les femmes sont un peu plus molles, un peu plus, en gros, comment dire, C'est daté. sédatées, voilà, et que donc on peut, du coup, leurs résistances sont moindres, résistance même elle-même à se dire j'ai pas envie, et donc c'est plus facile d'obtenir un oui. En gros, c'est ça. On en parlait avant d'allumer les caméras, mais il y a des femmes qui boivent aussi, qui boivent avant d'avoir un rapport sexuel en disant: «Bon, bah, au moins, chut». Oui, chez les jeunes, il y a très peu de relations sexuelles qui sont faites sans être alcoolisées. C'est assez flippant même, parce que du coup, en termes de la capacité à poser son consentement ou d'identifier celui de l'autre, de s'arrêter au milieu parce que le consentement devrait être révocable à tout instant. Ça rend tout ça difficile, ça rend tout ça encore plus confus que ça ne l'est déjà dans une société où en fait même le sexe licite ressemble parfois un peu à une prise de pouvoir de l'un sur l'autre. Donc c'est assez problématique qu'on en ait besoin de se désinhiber avec des substances, ouais. On va aborder notre, dernier témoignage. Mon couple subit une phase difficile car pendant plus de 6 mois post-accouchement, là encore, hein, on est vraiment, très C'est tôt, pas dans 6 la ans, ouais. parentalité. C'est pas 6 ans. Donc du troisième enfant, il m'était très difficile d'accepter les rapports. J'avais mal, je ne me reconnaissais pas dans mon corps. J'ai donc souvent repoussé monsieur qui l'a très mal vécu et qui m'a dit se sentir frustré. Il ne comprend pas ce que j'ai vécu et me dit que la norme pour se remettre d'un accouchement, c'est 3 mois. Au-delà de 3 mois, le mari aussi a des besoins. Bref, j'aimerais bien vos retours. Est-ce que je suis hors norme? Est-ce que j'abuse à vouloir prendre ainsi mon temps? Il me dit être remplacé par notre bébé qui est vrai est allaité et dort 80% de la nuit dans notre lit. La norme, La toujours. norme. Ça donne un peu la nausée et déjà, en fait, ça dit quelque chose de son rapport au sexe avant la grossesse. Parce qu'elle dit accepter. J'ai de plus en plus de mal à accepter. Donc c'est déjà Ouais. un truc qu'elle acceptait avant. Enfin, c'est un peu Oui, triste. il m'était très difficile d'accepter les rapports. C'est Et en effet, à nouveau, ce truc de la norme. Et ce qui est
agaçant, c'est que cet homme a choisi d'avoir un enfant. Alors soit il se renseignait avant sur ce que ça avait comme impact sur le sommeil, sur justement sur le maternage et ce qu'on souhaiterait aussi être du paternage. Et en fait, effectivement, ça bouffe du temps un enfant et ça bouffe de l'énergie et ça bouffe de l'amour. Donc être remplacé par le bébé, enfin le vivre comme ça, c'est quand même assez puéril. Oui, et puis il y a l'impression qu'il y a un peu une date d'expiration à ce mal-là. C'est-à-dire que lui, visiblement, il s'est renseigné, on ne sait pas trop où, mais la norme, il lui dit, pour s'en remettre, c'est 3 mois, quoi. Si tu mets plus de 3 mois à t'en remettre, c'est que tu as un problème. Bah, là encore une fois, les Faut se remettre au soignants, boulot, quoi. ouais, là encore une fois, les soignants sont pas, peuvent être aussi un peu responsables. C'est-à-dire que ce truc de normes, alors c'est bien de d'avoir des protocoles, d'avoir un peu des guidelines et de dire aux femmes, ne serait-ce que c'est utile pour leur dire, ben, peut-être que c'est normal si vous avez mal ou vaut mieux pas ceci, cela pendant un certain temps parce que les tissus vaginaux, vulvaires se mettent du temps à cicatriser. Donc, quelque part, je pense que ça protège un certain nombre de femmes qui sont pas capables de dire non de certaines violences. C'est-à-dire que je pense que ça permet à certains maris de tolérer, que je cautionne, enfin, Oui, c'est ça. qui sont un peu des connards, hein, mais ça les Genre, tient éloignés. OK, la science a dit Voilà, que bon, c'est les ça. 3 premiers mois, fallait éviter. Exactement. Mais du coup, ça a l'effet inverse, ça peut avoir l'effet inverse qui est une injonction à reprendre. Et encore une fois, faut questionner le contenu de l'assiette. Parce que si effectivement c'est que de la pénétration et que ça fait pas envie à la femme et que ça n'intéresse que lui, et même pas en fait quand on en parle avec les hommes, c'est vraiment juste pour se vider, en fait, pourquoi elle aurait envie? Parce que si c'était sexe égale intimité, égale tendresse, égale même stimulation, mais peut-être seulement 2 minutes, ou peut-être juste avec la main, ou peut-être sexe oral, en tout cas avec pas de coercition, peut-être qu'elle aurait envie, en fait. Mais il y a déjà tout ce fond pourri qui permet pas, en fait, d'émerger au désir d'émerger. Parce que c'est pas compatible, en fait, le désir avec le sentiment de contrainte. Maëlys, on invite tout le monde à lire ton livre, à toutes les femmes concernées, à celles qui ne sont pas concernées mais qui pourront se battre à leur côté. On aimerait inviter les hommes à le lire et on espère qu'il y en aura pour commencer la déconstruction sur pourquoi les femmes se forcent et pourquoi on aimerait qu'elles ne se forcent plus. Notamment nos chères mères épuisées à qui on pense beaucoup sur le groupe On va tout partager. Je te laisse le mot de la fin. J'aimerais dire aux femmes que c'est très difficile de dire non, que je les comprends et que, en tout cas, c'est pas tolérable d'être jugée, de se laisser être jugée, de pas arriver à dire non. Les choses étant ce qu'elles sont, c'est très difficile de le faire, mais je vois pas bien comment c'est possible autrement. Et dans le livre, j'explique comment la thérapie peut être un moyen d'arriver à trouver un positionnement un peu plus solide. Et en fait, paradoxalement, enfin ça peut paraître paradoxal, mais quand on est plus solide face aux revendications d'un homme qui, alors parfois est irrécupérable, mais souvent en fait se rend pas complètement compte des enjeux, on arrive à mieux tenir ses limites et faire respecter ses besoins. Et en fait, ça restaure les choses au lieu de les aggraver. Parce que quelque part, on devient une égale qui a elle aussi des revendications. Et on fait comprendre que c'est pas seulement une personne qui veut des trucs et l'autre qui les donne pas, mais que nous aussi, en fait, on a tout un tas de besoins qui sont pas satisfaits, de proximité, de soutien émotionnel, d'aide, d'écoute, de curiosité, justement, que les gens lisent nos livres et écoutent nos podcasts et s'intéressent aux questions qu'on se pose, s'intéressent à leurs enfants et pas seulement au bon côté. Toutes ces choses-là si on arrive à avoir des revendications de cet ordre-là et à les tenir, eh ben, ça va faire bouger les choses en face. Et c'est très difficile en même temps, et du coup, c'est sans jugement si on n'y arrive pas. Merci beaucoup Maëlys. Merci. Et je souhaite beaucoup de succès à ce livre. Merci. Merci.